La santé mentale, c'est comment je vais avec moi-même quand, par exemple, je suis dans un silence autour et qu'il n'y a personne qui me parle. Comment je me sens, moi, avec les autres et moi avec moi. J'acceptais pas de voir et socialement, j'avais pas les codes par rapport à ça et que j'acceptais pas de dire que j'allais pas bien parce que j'avais honte alors que j'avais tout pour être heureuse. Hello, moi c'est Victoria, une éternelle optimiste qui tente de placer l'émerveillement au cœur de l'écologie. Chaque semaine, je tends mon micro jaune à une personne qui m'inspire pour poser mes questions sur ce qui fait nos vies. À travers le parcours audacieux de mes invités, je questionne la confiance en soi, le sens d'une vie, l'amour, la liberté, l'écologie, bref, autant de sujets qui traduisent un monde qui bouge et qui rythme nos vies. Tout de suite, je t'invite à emprunter un nouvel œil pour regarder le monde et la vie sous un autre angle. On me dit, bah tiens Marine, à 14... Là, tu dois donner un cours de ça. Ok. Tu vois, très bien. Ouais, parce que tout ce qu'il y a à côté, en fait, c'est hyper énergivore. Ouais. Oui, mais comme tout ce qu'on fait, hein, mais dans tout projet, mais je saurais pas me décrire. Je vais essayer. Tu pourrais décrire ce que tu es, mais pas ce que tu fais. Ah oui, plus, tu vois. Comment est-ce que tu te décrirais? Ah mais mince. J'adore. Là, je te prends de court, là. Ah, j'adore. Comment est-ce que je me décrirais? Eh bien, je suis une femme curieuse, passionnée et je suis aussi une maman, surtout. Ça prend aussi plus de place. Je suis très contente d'avoir mis plus de conscience dans ce rôle de maman. Et j'aime bien finalement un mot que j'aimais pas avant qui est entrepreneur, c'est-à-dire j'ai des idées et je suis mes idées. La santé mentale. On en parle de plus en plus, mais jamais de trop. Encore aujourd'hui, quand on nous demande si ça va, on répond oui, même quand non, ça va pas vraiment. Encore aujourd'hui, c'est tabou de dire qu'on a des addictions, qu'on aimerait être suivi par une psy ou que le moral flanche parfois. Pourtant tous, on a nos moments de moins bien. On se balade avec des traumas, on fait des écarts et on jongle avec nos incohérences. Oser parler de santé mentale aujourd'hui, c'est changer le monde. Oui, vraiment. Parce qu'il faut bien commencer par se soigner soi avant de régler les bugs de la société. Ou plutôt, c'est en se réparant individuellement que collectivement, on transitionnera vers un monde plus apaisé. Prendre soin de sa santé mentale, c'est la base. Et cette base est encore trop peu prise au sérieux. Alors j'ai voulu en parler aujourd'hui sur Nouvel Œil. Et qui de mieux que Marine Francisco pour mettre des mots sur les mots qui nous habitent tous. Avec elle dans cet épisode, on parle de dépression, d'addiction et de la vie en fait. J'espère que cette écoute t'invitera à faire de ta santé mentale une priorité. Donc je suis avec Marine Francisco, quand même, salut. Pour planter le décor. On se retrouve à Biarritz toutes les deux, ça fait plusieurs mois, voire années qu'on échange et je suis trop contente d'enfin te rencontrer. Moi aussi, vraiment. Tu as fait un virage de vie assez impressionnant en quelques mois, c'est fascinant. Tu étais donc professeure de yoga, tu l'es toujours mais ça fait longtemps que tu n'as pas donné de cours. Tu as aussi fondé un collectif de yoga. Oui. Et tu es donc maman de 2 petits-enfants, ce n'est pas rien. Oui. Tu es aussi une ancienne sportive de haut niveau en natation artistique. J'ai tous les petits détails. Dis donc, ouais. Et tu as passé plusieurs phases compliquées dans ta vie liées à ta santé mentale. Ouais. Et c'est surtout pour ça qu'on se retrouve aujourd'hui, parce que la santé mentale est un sujet qu'on aborde de plus en plus. Et j'ai bien envie qu'on le creuse ensemble. Tu en parles très bien. Tu as récemment lancé un podcast sur ce sujet. Mais avant toute chose, Marine, je ne vais pas t'épargner la question d'introduction du podcast. Qu'est-ce que la vie t'a appris jusqu'à aujourd'hui ? La vie m'a appris à être résiliente, à surtout voir que la vie est belle. Quoi qu'il arrive, la vie est belle. Même quand on se sent mal, même quand on traverse des épreuves difficiles, la vie, elle est toujours belle et elle vaut vraiment le coup d'être vécue. Et jusqu'ici, franchement, même j'ai eu des très belles choses, des très mauvaises, enfin comme tout le monde, quoi. Et ben à chaque fois, je te dirais que moi, j'adore ma vie. Est-ce que cet apprentissage, tu le tires de ton enfance ou tu l'as appris avec les années ? Non, je l'ai appris avec les années. J'ai déconstruit plutôt ce que j'ai appris dans mon enfance. Qu'est-ce que tu avais appris ? À être parfaite. À être parfaite, à faire partie de l'élite, à rentrer dans un moule, une case, à pas faire trop de bruit et en même temps à être importante.
Donc, je sais que ça vient de mes parents, mais qui n'ont pas fait exprès de m'inculquer ça. C'est aussi leur éducation à eux, leur histoire. Mais en tout cas, j'ai déconstruit totalement ça. Et ça s'est fait plutôt l'adolescence, jeune adulte, quoi. Et elle ressemblait à quoi, ton enfance? À quoi est-ce que tu aspirais pour ta vie future? Mon enfance, c'était, on va dire, tout ce qu'on peut rêver, quoi. Enfin, j'ai jamais manqué de rien. Mais en tout cas, ce que je rêvais pour ma vie future, j'ai toujours rêvé de vouloir être, c'est très bizarre dit comme ça, d'être une femme importante. Moi, je rêvais de politique. Je rêvais de changer le monde, en fait. Vraiment, l'idée de changer le monde, de contribuer à un monde meilleur, je sais pas, à l'ONU, Moi, je me voyais comme ça et on me poussait aussi à avoir avoir de grandes ambitions, même si je pense qu'on peut avoir des grandes ambitions, même si on ne fait pas partie de ces collectifs-là. Maintenant, attention. Mais qu'est-ce qui t'attirait finalement dans cette idée d'être visible et de toucher cette élite? Changer les choses. Changer les choses dans le bon sens et aider. J'ai toujours, il y a encore aujourd'hui, du mal à comprendre ce qui se passe dans le monde, des grandes problématiques où je sais qu'on peut les solutionner. Je comprends pas pourquoi on le fait pas en fait, alors qu'on aurait les moyens. Et bah tu vois, moi, gamine, je me disais mais c'est pas possible. Il faut faire quelque chose de différent. Donc je vais m'engager en politique et puis je vais gravir les échelons. Et puis du coup je vais pouvoir avoir un impact, changer les choses, tu vois. Et tu as fait des études dans ce sens-là? J'ai fait un semestre de fac de droit. Voilà. Et encore, je pense que je peux même pas dire que je l'ai validé. Non, en fait, mon parcours est chaotique, inexistant en termes d'études. Parce que j'ai commencé à faire des études et qu'ensuite je suis partie voyager et que je me suis énormément cherchée. Ce truc de changer le monde était toujours là, mais en fait, je savais que je le ferais pas. J'irais pas dans des grandes écoles. Enfin, ce monde-là était pas non plus pour moi. Donc, non, clairement, j'ai pas du tout fait d'études comme pour ça. Et à quel moment tu t'es sentie devenir adulte? Eh ben, ça, c'est quelque chose que j'ai dit il y a pas longtemps. Moi, je suis devenue adulte là, il y a un an. Il y a un an? Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé il y a un an? Raconte-nous ce grand chamboulement. Eh ben, il y a un an, je me suis séparée du papa de mes enfants. J'ai pris la décision de fermer mon entreprise. Ton entreprise de yoga? Oui, ça faisait 3 ans que j'avais ouvert une entreprise de yoga où donc je donnais des cours de yoga, j'organisais des stages de yoga, des retraites comme on dit, des retraites de yoga. J'avais aussi donc fondé un collectif, mais ça c'était suite au fait que je donnais des formations de yoga avec une autre femme incroyable aussi, mais on avait monté une formation de Vinyasa. J'avais créé un concept en yoga. Et puis après, je donnais des cours aussi dans d'autres coachings de mes amis. Je donnais des cours pour des marques aussi, un petit peu vraiment le yoga un peu sur toutes ses coutures, quoi. Et pourquoi avoir arrêté finalement? Parce que j'avais plus envie, j'en pouvais plus, j'étais hyper fatiguée, j'ai monté la boîte, j'ai pris la décision d'être à mon compte et d'être prof de yoga, et en même temps, je suis tombée enceinte de mon deuxième garçon. Et tout s'est accéléré très vite en 3 ans, et je pense que c'est l'entreprise grandissait très très bien. Et quand on l'a fermée, c'est marrant parce que mon avocate m'a dit il faut pas qu'ils regardent les comptes parce qu'ils comprendront pas, parce qu'en fait tout était toujours dans la progression, et qu'aujourd'hui on peut pas fermer une boîte en disant j'ai plus envie, c'est compliqué. Donc je l'ai arrêté parce que ça avait grandi super bien, mais je pense que j'aurais eu besoin d'être plus entourée, accompagnée. Mon ex-compagnon, lui, gérait les enfants, la logistique, la maison, ce qui était énorme aussi, Mais du coup, tout ce qui était compta, tout ce qui était gestion, tout, même sur Insta, faire des posts, faire de la com. C'était trop. Ouais, c'était trop. C'était trop pour moi. Moi, je pense que je suis visionnaire, j'ai beaucoup d'idées. J'ai plein d'idées, j'ai des visions, mais j'ai besoin, et aujourd'hui je le sais, de ne pas être seule. Pour entreprendre, je pense, pour vraiment se partager les tâches. Je l'ai déjà fait avec la formation, et c'est, je pense, ce qui est le plus abouti dans ce que j'ai fait d'ailleurs. Parce que je pense que j'étais pas seule. Et qu'elle était beaucoup plus carrée que moi, tu vois. Vachement plus le business plan, comment ça va fonctionner, comment on va faire. Et c'est ce que j'ai pas, en fait, moi.
Donc voilà, mais en tout cas, j'ai vraiment eu besoin d'arrêter. Je sentais aussi que c'était plus mon chemin. Le yoga, ça reste un grand amour et donner des cours ponctuellement ou même une fois dans la semaine, ça serait un bonheur, un plaisir. Mais plus le centre de ta vie. Mais plus le centre de ma vie. Et autour de quoi est-ce que tu as envie de graviter maintenant ? Autour de la voix. J'y ai beaucoup réfléchi du coup ces derniers mois. Autour de la voix, tu vois, mon podcast me passionne énormément. J'aimerais peut-être aussi faire des chroniques. J'aimerais faire de la radio. J'aime beaucoup cette idée d'interview. J'adore rencontrer des gens. Mais j'aime bien que ce soit que par la voix. Tu vois, être tout le temps en représentation physique où on me voit, ça me demande beaucoup d'énergie. Et cette protection un peu d'entendre que la voix, voilà, ça me rassure. Je sais pas, j'ai l'impression de donner encore plus qui je suis. J'aime beaucoup les conférences aussi, donc pareil, ça revient avec la voix, parce qu'en fait, je parle. Et ça m'anime. Et ça, vraiment, tu vois, j'en ai fait une il y a pas si longtemps que ça, alors que ça faisait 1 an que j'avais rien fait. Et on m'a dit, on aimerait bien que tu viennes faire une conférence. Je me suis dit, ok, pourquoi ? Enfin, maintenant. Mais en fait, oui, quand je suis là et que j'exprime ce que j'ai fait, mon vécu, etc., ouais, je me sens à ma place. Là, depuis 1 an, c'est quand même un immense saut dans le vide. Tu sais pas encore précisément comment tu vas gagner ta vie, ni ce que tu vas faire. Comment est-ce que toi, tu te sens ? Comment tu vis cet inconnu ? Je suis hyper sereine, tu vois. Alors, du coup, pendant 1 an, j'ai eu un job salarié. J'étais maître nageur. Là, mon contrat se termine. Effectivement, je sais pas comment je veux vivre de ma voix. Ça, c'est évident. Je sais que je vais y parvenir à un moment donné. Par où je vais commencer, je sais pas trop. Je pense que je me dis que je vais surtout développer à fond mon podcast. Mais après, voilà, il y a des choses que je me dis qui me rassurent. Je me dis qu'on est dans un État français qui fait qu'heureusement, j'ai le droit d'avoir un chômage aussi pendant quelques temps. Je sais aussi que là où je bossais, ils ont besoin de monde, donc je peux très bien intervenir de temps en temps. Un peu, je rebondis sur ton livre où tu parles dans ton livre que tu fais des jobs, voilà, des jobs pour vraiment alimentaires en fait, pour avoir de l'argent pour continuer de vivre de ce que tu aimes faire. Clairement, ça va être ça mon année, quoi. Et du coup, ça me fait pas peur parce que je sais que j'ai des solutions, j'ai des plans et que je vais y arriver et que dans tous les cas, voilà, j'ai mes 2 petits bonhommes, mais on aura de quoi payer notre appart à la fin du mois et de bien manger, quoi. Et peut-être que ton passé aussi, qui n'a pas toujours été rose, te permet d'accepter cette phase de transition avec beaucoup plus de sérénité. Donc on va parler de santé mentale. Ouais. On en parle de plus en plus aujourd'hui, de cette importance du prendre soin et de sa santé mentale. C'est un sujet, toi, central dans ta vie, mais dans la vie de beaucoup de personnes. Comment est-ce que tu décrirais ce que c'est, déjà, la santé mentale ? Très, très belle question que je pose aussi beaucoup. La santé mentale, pour moi, c'est la première à laquelle on devrait penser, mais comme on la voit pas, c'est souvent la dernière. Et puis parce qu'il n'y a aucune campagne publicitaire à la télé qui nous dit de méditer, d'écouter nos ressentis, mais qui nous dit simplement de manger 5 fruits et légumes par jour, et c'est bien dommage. La santé mentale, c'est comment je vais avec moi-même quand, par exemple, je suis dans un silence autour et qu'il n'y a personne qui me parle. Comment je me sens, moi, avec les autres et moi, avec moi. J'aime bien, en fait, moi, me poser, qu'il n'y ait personne et juste me recentrer et voir où j'en suis, tu vois. Je pense que quand tu peux être bien avec toi et qu'il n'y a rien autour de toi qui te stimule, c'est que, effectivement, ta santé mentale, elle va bien. Qu'est-ce qui t'a appris à la chérir, cette santé mentale ? Je sais que tu as eu une phase, notamment au niveau de l'adolescence, très difficile, où tu as fait 2 tentatives de suicide. Est-ce que tu serais OK pour nous en parler un petit peu ? Oui. Mais dis donc, tu es bien renseignée, j'adore. Oui, j'ai fait 2 tentatives de suicide. Donc, la première, j'étais en sport-études. Et la seconde, elle a 19 ans. En fait, je pense que c'est des phases. À ce moment-là, je suis dans une phase de ma vie, la première surtout, où donc je suis en sport-études, je kiffe ce que je fais, mais l'intensité des émotions, l'intensité de tout ce que je ressens me pousse à avoir des comportements extrêmes. Ma vie, c'est des up and down, plus maintenant, mais avant, c'était des up et des down extrêmes, et j'avais besoin de ça pour vivre. Mais qu'est-ce qui faisait ces up et ces down ? La compétition et le sport à haut niveau ? Si tu veux, justement, la compétition m'amenait l'adrénaline. Donc, en fait, ça me faisait du bien.
Vraiment, non, je pense que c'est quelque chose qui se passait dans ma tête et chimiquement que j'analysais pas et que je comprenais pas. Aujourd'hui, quand j'ai eu ces moments-là, la première, c'est clairement, je suis adolescente et en fait, j'ai une rupture amoureuse. Les deux d'ailleurs, les deux se sont provoqués c'est des moments de rupture amoureuse et où moi, mon désespoir est tellement énorme que je me dis c'est fini. Enfin, en fait, je ne peux plus. Vraiment, je peux plus. Mais je pense que c'est aussi un truc pour dire écoutez-moi, je vais pas bien et aidez-moi quand même. On dit beaucoup que de toute façon, des tentatives de suicide, c'est pour des appels à l'aide, Oui. pour qu'on nous regarde et qu'on nous aide. Quand vraiment, c'est horrible ce que je vais dire, hein, mais quand vraiment tu veux finir, voilà, souvent tu te rates pas. En tout cas, c'est ce que j'ai appris aussi avec mes années en psy. Ce qui fait que c'est cette intensité-là, c'est vraiment moi, mes émotions. En fait, la façon dont je vis les émotions, elle est pas mesurée. Il n'y a pas de nuance. C'est soit je suis hyper heureuse, soit je le suis pas du tout. Et justement, le sport-études, à ce moment-là, il m'aide, en fait, parce que comme il me cadre complètement, que ma vie, elle est planifiée, que j'ai un objectif qui est défini, et ben pour le coup, ça m'aide. Mais il te pousse dans ses intensités. Mais il me pousse aussi dans les intensités. Et quand, du coup, j'arrête de nager à haut niveau, c'est hyper dur parce que déjà, j'ai plus ma dose d'addict à l'adrénaline, j'ai plus toute cette intensité-là. Donc, ça a été une année où, par exemple, après, où j'ai beaucoup fait la fête. Donc tu as compensé avec autre chose. Et ouais, avec beaucoup d'alcool, où j'ai testé des drogues, où j'ai vraiment essayé de me pousser au max pour voir jusqu'où je pouvais aller, les limites de mon mental. Et la deuxième fois, finalement, c'est celle où je commence vraiment à me poser des questions en me disant je vais vraiment pas bien. La deuxième fois où là, je me dis pareil, c'est suite à une histoire amoureuse, mais où pour le coup, je me dis ça serait peut-être bien d'entamer une vraie thérapie. Je pense que je vais vraiment pas bien et je voudrais comprendre pourquoi à chaque fois, il y a aussi ce rapport à l'homme qui me fait des déclics tellement que ça me pousse à me dire que je veux plus ressentir, en fait. Est-ce qu'on se sent tombé? Est-ce que tu voyais au fil des mois, des années, que ta santé mentale, elle n'allait pas bien? Non, je me suis pas sentie. Non, je me suis pas sentie aller mal. Par contre, une fois que j'ai conscientisé que j'allais mal, là, tu as agi. Là, j'ai agi, mais j'ai aussi observé que je pouvais aussi me laisser tomber. Tu vois? Parce que finalement, je fais ma deuxième tentative de suicide. Les mois passent, j'entame une thérapie, je pars en voyage. Je vois une psychologue là où je suis en voyage, parce que j'étais quand même en arrêt, maladie, il fallait quand même que je me soigne. Je reviens, ça reva mal encore. Et en fait, quand vraiment je repars encore en voyage, et même en voyage, je suis au bout, je me dis, ok, c'est soit je continue de creuser, et même quand tu touches le fond, tu peux creuser, soit je prends conscience qu'effectivement, je vais mal, que je dis à toutes les personnes que j'aime le plus que je veux plus vivre parce qu'en fait, je ressens plus rien et que de toute façon, j'ai l'impression que j'ai fait mon temps, tu vois. Et je me dis, bah voilà, c'est pas normal, il faut que je rentre. Donc, quand je rentre et que j'entame vraiment le chemin de la guérison, c'est là où je me dis, bah, j'avais deux choix et j'aurais pu faire un autre, tu vois. C'est dur d'accepter qu'on va mal? Ou est-ce qu'on veut se convaincre que ça va quand même un petit peu? Non, c'est hyper dur d'accepter qu'on va mal, surtout quand on veut que tu sois toujours au top. Surtout quand on t'a inculqué que non, mais en fait, tout va bien. Que je pense que j'avais conscience aussi du fait que que ma vie, elle allait bien. Qu'est-ce qui t'aurait aidé finalement à cette époque? Une reconnexion à tes émotions? Ouais, oui, je pense. Et je pense si, tu vois, à l'époque, on n'en parlait pas tant que ça de la santé mentale. On n'entendait pas trop parler du fait qu'on pouvait être hypersensible, que c'était OK que la vie était intense. En fait, tu vois, tout ce que j'ai compris maintenant. Et aussi, j'ai eu la chance de voir des psys assez rapidement, mais quand même, je pense que c'est dommage d'avoir besoin d'aide comme ça pour voir ces gens qui sont aussi géniaux, en fait, si tu veux. Moi, je serais très contente d'emmener un de mes garçons.
voir une sophrologue, pourquoi attendre de faire une crise d'angoisse, quoi, tu vois? Mais donc, est-ce que tu as le sentiment que tu voyais pas ça parce que tu n'avais pas les clés, pas le vocabulaire, pas les mots qui te permettaient d'identifier cet état-là, ou parce que tu le savais au fond de toi, mais tu n'osais pas te l'avouer parce que socialement parlant, c'était pas encore accepté? Parce que socialement parlant, c'était pas encore accepté et que moi, vraiment, je devais être... ouais, non, c'était ce truc de... je pouvais pas faire une dépression, quoi. Et en même temps, vu que j'avais eu ces phases-là de pas bien déjà avant d'arriver à 20 ans en dépression, je pouvais pas accepter quand on te dit mais t'es folle. Tu vois, ça c'est un truc qu'on m'a dit assez vite. Du coup, je me disais bah non, je suis pas folle, tu vois. Mais du coup, j'arrivais pas à me dire que j'étais pas bien non plus. Non, en fait, je vais très bien, je me reprends en main jusqu'au moment où ça n'allait pas. C'était quelque chose que j'acceptais pas. J'acceptais pas de voir et parce que dans mon entourage aussi, je connaissais personne. Enfin, socialement, j'avais pas les codes par rapport à ça et que j'acceptais pas de dire que j'allais pas bien parce que j'avais honte aussi de dire que j'allais pas bien. Tu ressentais de la honte? Ouais, alors que j'avais tout pour être heureuse. Et qu'est-ce qui t'a permis de mettre un point d'honneur à ta santé mentale? Est-ce qu'un matin on se réveille, on se dit là, c'est fini. Maintenant, je prends soin de moi et je me fais aider. Tu vois, ça a été donc moi mon mécanisme à partir de 18 ans quand j'ai pu un peu aller venir dans le monde, on va dire, bah je partais à chaque fois que j'allais mal. Pas forcément longtemps, hein. Je partais, hop, c'est bon, j'allais mieux, je revenais en France, je repartais. Et en fait, il y a une fois que je suis partie et je suis pas sortie du lit en fait. Même pas, j'avais pas envie d'explorer, j'avais pas envie d'aller voir. Et je recevais beaucoup de messages de mes amis proches qui étaient pas hyper sympas, mais qui étaient exprès pour que ça me bouscule et qui me disaient ça va pas du tout ce que tu fais là. Au début, je les prenais très très mal et en fait, je les ai relus et puis j'ai réfléchi et c'est là où j'ai compris. Déjà, il faut accepter et comprendre qu'on va mal. Il faut se regarder dans un miroir, se le dire. Au moment où j'ai réussi ça, je suis rentrée en France. Une semaine après, j'étais en clinique psy. Et je me suis dit, ok, il faut que je me fasse aider, ça va pas. Ça a pris combien de temps, la guérison? Est-ce que tu es guérie aujourd'hui? Oui, je suis guérie aujourd'hui. Je suis restée, moi, en clinique presque 3 mois. J'ai choisi d'y être. Je suis allée dans un établissement tu choisis d'y aller et tu peux partir quand tu veux. Donc, c'est pas... On peut pas parler c'est pas de l'internement ou quoi. C'est vraiment, je décide de prendre soin de moi. Et c'est des établissements qui sont géniaux et je ne cesserai de le dire d'ailleurs. C'est dommage, on a encore une mauvaise image de ces endroits-là. J'y suis restée presque 3 mois. On va dire que ça a été, tu sais, un peu comme un camp de base où vraiment c'est intensif. Et puis après, j'en suis ressortie avec des billes et avec des cours, avec des lectures. Et puis avec une adresse aussi d'un premier psy, puis d'un deuxième où j'ai changé. Aujourd'hui, je suis guérie, je me connais hyper bien, je sais comment je fonctionne, je sais qui je suis. Et du coup, j'arrive complètement à dealer avec ça. Je pense aussi que j'ai plus du tout ces mêmes intensités. Parce que c'est vraiment, je crois, une déconstruction qui est profonde et adapter sa vie à qui on est. Et après, c'est l'histoire d'une vie. Mais, Et comment tu as appris à connaître qui tu es véritablement? Avec plein d'expériences, avec plein de choses, avec la curiosité. C'est bien d'être curieux pour ça. J'ai appris déjà avec la méditation. J'ai eu la chance de tomber sur un psychiatre en clinique pro-méditation. J'ai eu aussi, quand même, au début, pour m'aider à aller mieux, j'ai eu des médicaments. Il faut pas avoir honte d'en avoir besoin un temps. Voilà, c'est OK. Des fois, on a besoin de ça pour se calmer un peu, reprendre nos esprits, tu vois. Et ensuite repartir. Et moi, de toute façon, mon psychiatre m'a toujours dit que c'est temporaire. Je le sais, il croyait beaucoup plus en moi que moi, je croyais en moi. Et après, j'ai appris... avec des lectures, je me suis beaucoup intéressée à la psychologie, je me suis beaucoup intéressée à ma spiritualité, pourquoi je pensais comme ça, comment je peux changer ma façon de penser, curieuse du monde. J'ai fait aussi, j'ai été beaucoup dans le yoga, tu vois, le yoga m'a beaucoup apporté, toutes les philosophies aussi, la philosophie yogique, le bouddhisme. Je me suis Et donc tu ouverte. parlais de déconstruction, Ouais. finalement. Tout ce mal-être intérieur que tu ressentais, il venait principalement
de tes schémas Ouais. et de ton mental. Mais bien sûr. Mais on va mal. En fait, on va mal. On se rend mal. Après, évidemment, j'avais aussi des bagages traumatiques. J'ai eu des expériences traumatiques. On a des schémas, comme tu dis. On est éduqué, on a des vies. Voilà, c'est comme ça. Et c'est très compliqué, moi qui suis maman aujourd'hui, de se dire qu'on voudrait essayer que nos enfants n'en aient pas. Et je suis même pas sûre que c'est pas les aider que de les mettre dans une bulle, tu vois. Non. Mais oui, en fait, on se construit avec des pensées. Et donc, c'est à nous aussi de se dire, je ne suis pas cette pensée-là. C'est pas parce que j'ai pensé quand même ça pendant 10 ans que je suis ça. En fait, non. En fait, je me rends compte que finalement, ça m'appartient pas. Donc, je change ça, quoi. Et il y a aussi un lien, j'imagine, à l'amour, puisque tu nous disais que les 2 grandes dépressions, elles ont fait suite à 2 séparations. Ouais. Donc à une blessure peut-être de l'abandon. Comment est-ce qu'on apprend à s'apporter cet amour soi ? Eh ben, tu vois, la blessure de l'abandon, je l'ai vraiment identifiée quand j'étais en clinique. Et j'ai beaucoup, beaucoup travaillé dessus. Déjà de comprendre d'où elle vient, à quel moment je me suis sentie abandonnée. Je crois que ce qui est hyper important pour guérir, c'est de comprendre déjà d'où ça vient. C'est quoi la source, tu vois ? Une fois que tu as compris la source, eh ben, moi, je me suis effectivement donné beaucoup d'amour déjà en acceptant qui j'étais, en acceptant que j'avais peut-être envie de devenir prof de yoga, que en fait, j'aimais pas boire ça, mais ça, qu'en fait, je disais beaucoup oui à cette personne, mais qu'en fait, j'avais pas envie. Donc, l'acceptation, enfin, en tout cas, l'amour, je me suis beaucoup donné d'amour à ce moment-là et j'ai surtout cherché à trouver de la sérénité et de la paix. Ça a été ma priorité, ça a été la sérénité pendant plusieurs années. Par contre, aujourd'hui, après cette année que j'ai vécue, là, aujourd'hui, je peux te dire que, ouais, même moi, que je suis capable d'être seule, que j'ai besoin de personne pour mon réservoir d'amour, tu vois. Mais on le voit, tu as une détermination, on te voit, enfin, ça se voit dans ton regard et dans la façon dont tu t'exprimes. Ah ouais ? Que tu as une connaissance très précise de qui tu es. Ouais. Et t'oses t'affirmer tel que t'es. Ça se voit, ça se ressent. Ah bah cool, bah tu vois, je suis contente. Non mais ça me fait plaisir parce que c'est non sans mal hein, quand même. mais je pense que c'est hyper c'est bien parce que au moins après on est mieux avec les autres, on sait ce qui nous plaît, ce qui nous va, ce qui nous va pas. Il faut toujours se dire que tout est temporaire, qu'on évolue aussi. Moi je me suis découverte à 20 ans, je me le suis dit hein, j'ai eu l'impression de m'être donné naissance à 20 ans. Quand j'en parle aujourd'hui avec la psy qui me suit, que je vois beaucoup plus ponctuellement, hein, mais que j'aime bien voir. Que tu vois toujours la même ? Alors, j'ai pas la même depuis 10 ans, mais là, j'ai la même depuis bien plusieurs années. On s'entend très, très bien. Elle dit que c'est plus de la thérapie, c'est de l'introspection assistée. J'aime beaucoup. Tu sais, j'arrive, je lui sors tout mon truc, voilà, je pense ça, elle me dit ouais, c'est ça, c'est bien. Enfin, voilà. oui, c'est ça. C'est une façon de décharger ce qui se passe dans ta tête. Oui, et puis c'est un peu, elle aime pas quand je dis ça, mais c'est un peu mon garde-fou, tu vois. J'aime bien, j'ai une boussole à l'intérieur de moi, je sens quand je vais mal et aujourd'hui, je ne pourrais plus être dans les états où j'ai été parce que voilà, ça y est, c'est passé, mais voilà, j'aime bien l'avoir de temps en temps et ça me fait toujours du bien. Et pourquoi c'est si important pour toi aujourd'hui de parler de la santé mentale ? Parce que, en fait, pour moi, c'est hyper important d'en parler parce que je pense que, tu vois, moi, j'aurais gagné du temps. J'aurais quand même vachement gagné du temps et pour mes enfants aussi, peut-être que c'est aussi depuis que je suis maman, j'ai envie que pour eux, ce soit genre normal qu'on parle de santé mentale comme on parle de santé physique. Je trouve quand même que on en parle beaucoup, mais parce qu'on voit que, enfin, il y en a plein, surtout notre génération, qui ont des putains de casseroles, quoi, et qui comprennent pas. Moi, ce qui me faisait mal, c'était de me dire, mais j'ai tout pour être heureuse, mais je suis au bout de ma vie, tu vois. Et ça, je me dis, non, j'aimerais que ça arrive plus, quoi. Parce que très vite, on va se dire, là, je sens que je me sens pas très bien, je vais aller voir ma sophrologue, je vais aller voir mon psy, je vais aller voir mon hypnothérapeute, mon thérapeute. Enfin, tu vois, que ce soit vraiment comme on va chez le kiné. Et en fait, tu as un petit outillage et en fonction de comment tu te sens, tu te dis ok, je pioche là-dedans, je sais que ça va me faire du bien. Oui, et complètement, parce que quand on est malade, on n'a aucun problème à prendre rendez-vous chez le médecin généraliste, tu vois. Moi, je pense que c'est pareil pour notre santé mentale. Il faut qu'on ait cette conscience que
qu'on doit en prendre soin. J'aime bien faire le parallèle avec la vie un peu de nos grands-parents. Alors eux, c'est encore différent parce qu'ils n'avaient pas la même éducation. Pour autant, il y a plein de choses aussi pour prendre soin de sa santé mentale où je crois que tu me rejoins sur la slow life. Tu vois, être déconnecté, être... en fait, il faut faire un mix entre leur vie un peu à l'ancienne où il n'y avait pas toute cette modernité, cette ultra-connectivité et revenir à quelque chose de plus brut. Et en même temps, avoir ce que notre génération a, par contre, c'est-à-dire cette conscience, cette ouverture et écouter ses ressentis. Et je pense que quand on arrivera à cet équilibre-là et ce mélange-là, nos sociétés iront vachement mieux. Tellement. Qu'est-ce qui te fait du bien aujourd'hui? Toi, quelle est ta boîte à outils quand tu sens que parfois la santé mentale flanche un petit peu? Le sport, ça reste quand même mon premier pilier. Toujours de la natation artistique? Non, plus de la natation artistique, même si on m'a lancé un petit projet de m'y remettre cette année, donc peut-être, pourquoi pas, je verrai. Non, ce que j'aime surtout, c'est courir. La course à pied, on partage cet amour aussi toutes les deux. Ouais, ça. Ouais, le sport, j'ai eu ma période aussi CrossFit quand même. Mais pareil, je fais attention aussi, comme je me connais bien, je fais attention à pas aller non plus dans la performance, parce que je me remets dans des schémas du coup qui me font pas du bien. Donc ouais, j'ai le sport en premier, la lecture, le temps seul, le temps en nature. La nature, franchement, ça fait vraiment du bien, ça nous lave énergétiquement parlant, enfin. Et ouais, je crois que déjà, tu vois ça. Et après, vraiment, en cas de gros changements dans ma vie ou quand je sens que j'ai besoin d'être épaulée, je vais voir ma psy. Direct. Donc là, tu as un gros changement dans ta vie quand même en ce moment. J'ai eu un gros changement. Donc oui, là, il y a septembre dernier, je suis retournée chez elle et pendant plusieurs mois, ouais. La liberté, c'est quoi pour toi aujourd'hui, Marine? La liberté, c'est la liberté d'être qui je suis pleinement. C'est ça pour moi. C'est... Tu vois, j'aime me sentir libre tout le temps. Et c'est vraiment quelque chose j'ai des vision boards, c'est écrit en gros le mot liberté. Donc c'est difficile quand on est maman de se sentir libre parce qu'on a 2 petits bouts, mais qui n'ont rien demandé, hein, donc il faut être là pour eux. Mais tu vois, moi j'ai trouvé un peu de liberté. Alors faut pas se séparer pour avoir un peu de temps pour soi, mais en tout cas j'ai trouvé mon équilibre dans cette vie que j'ai aujourd'hui. La liberté pour moi c'est de pouvoir m'habiller comme j'ai envie, d'exprimer mon style capillairement, de vraiment de transpirer qui je suis. Et pour moi, ça, c'est être libre. Sans avoir peur du jugement de l'autre. Sans avoir peur du jugement de l'autre. En fait, je suis tellement bien avec moi-même que maintenant, voilà, je me sens complètement libre dans ces moments-là. Et de vivre avec toute seule, pour moi aussi, c'est vraiment la liberté pour moi. C'est beau d'en arriver là. Et c'est le travail d'une vie. Ouais, merci, ouais, c'est clair. Est-ce que tu penses que passer des phases de grande dépression, ça permet d'accélérer justement ce processus de connaissance de soi? Oui, je pense que effectivement, franchement, je pense que ça m'a aidé. Moi, c'est pour ça aujourd'hui que je parle de santé mentale et de choses qui peuvent être difficiles sans problème. Mais c'est parce qu'il y a un moment donné, j'étais tellement dans de la souffrance qu'aujourd'hui, je vois que des belles choses et que je vois tout de suite le verre à moitié plein et pas à moitié vide. Et je pense qu'effectivement, quand on vit des expériences vraiment de grande souffrance, ça nous permet vraiment de nous dire, ouais, ok, de comprendre plus vite les choses. Et quand tu vas mieux, d'aller vraiment, vraiment mieux. Tu vois, quand je dis que la vie, elle est belle, c'est parce qu'en fait, je me dis aussi que les 2 fois où j'ai quand même fait ces tentatives de suicide, les 2 fois où on m'a dit, putain, mais t'étais à ça, quoi. Enfin, vraiment, quand même. Et en fait, tu vois, où là, je me dis, ouais, attends, ça aurait été trop dommage. Mais ça aurait été trop, trop dommage parce que, ouais, encore une fois, j'ai eu mal. J'ai pleuré cette année. C'est l'année où j'ai le plus pleuré, je pense. Hein. Aussi, parce que j'ai quitté mon mec, enfin mon ex, du coup, le père de mes gosses, parce que on a changé toute leur vie, que pour eux, c'était dur. Donc, de les voir souffrir, ça m'a fait souffrir moi. Que j'ai eu des ruptures amicales aussi. C'était dur. Enfin, savoir qui je suis si maintenant je suis plus cette meuf hyper instagrammable qui fait du yoga. J'ai pleuré et en même temps, franchement, là, je te dis, cette année, elle était intense. Elle n'était pas douloureuse. Elle était intense. Challengeante. Mais je me suis jamais sentie aussi moi que maintenant, tu vois. Donc, ouais, je pense que passer par des phases très compliquées nous permettent d'accélérer cet apprentissage parce qu'en fait, c'est nécessaire.
d'apprendre à se connaître pour aller mieux. Qu'est-ce que tu trouves de plus beau dans la vie finalement ? Ouh, c'est une belle question. La première chose que je trouve de plus beau dans la vie, pour celles qui n'ont pas d'enfants, elle va dire elle nous saoule avec ses gosses. Mais c'est vrai, moi j'adore quand je vois mes enfants émerveillés, c'est magnifique. Ce que je trouve de plus beau dans la vie, c'est quand même d'avoir cet éternel recommencement dans le sens où on a toujours une chance. Que dans les plus grandes catastrophes, on a toujours cette vie, ce micro-organisme de vie qui va quand même essayer de survivre et je trouve ça très beau. Ce qui me pousse à croire que quoi qu'il arrive, il y a une belle chose derrière et je crois profondément en l'humanité, en la vie. Et que du coup, voilà, moi je trouve la vie, elle est hyper belle pour ça parce que on a de la chance d'être en vie en fait. Ouais. Ça me fait un joli pont pour la question signature du podcast, la question de conclusion. Quel message tu aimerais partager à celles et ceux qui nous écoutent aujourd'hui ? Eh bien, si tu nous écoutes et que tu vas mal aujourd'hui, sache que tu iras mieux. Et que c'est normal. Exactement. De ne pas aller bien. Exactement, que c'est normal, que c'est ok. Que en fait, tu es totalement humain et que c'est même une très bonne nouvelle de savoir que tu vas pas bien parce que déjà, tu iras mieux, c'est évident. Et si tu vas super bien aussi, autorise-toi à avoir des moments où tu es peut-être un peu moins bien. En fait, juste dis-toi que la vie, c'est ça. On le dit, hein, la vie n'est pas un long fleuve tranquille. Mais en fait, c'est vrai. Et moi, j'aime bien. Et ça fera aussi un beau signe à Sarah qui fait qu'on se connaît toutes les deux. Oui, Sarah Richer. Ouais, avec Sarah, on dit souvent, on utilise les métaphores du surf, en fait. Que la vie, c'est surfer. Tu surfes sur une vague. Des fois, tu tombes, tu peux te faire mal, mais tu vas apprendre à remonter sur ta planche. Et puis la prochaine vague, elle sera une lisse parfaite qui sera au top. Et puis tu vas retomber. Enfin voilà, c'est un éternel recommencement et que tout ira bien. C'est un joli mot de conclusion. Merci beaucoup, Merci Marine, à pour toi. tous ces partages. Merci. Et ravie d'avoir enfin pu faire ta connaissance. Merci à toi, merci beaucoup. Merci. Si ce moment t'a plu et nourri, je t'invite à le partager, à laisser quelques étoiles sur iTunes et Spotify, ou à faire une story sur Instagram en identifiant Nouvel Oeil et mon invité de la semaine pour que l'on puisse te repartager. En attendant de se retrouver lundi prochain, tu peux suivre au quotidien mes aventures directement sur Instagram ou le site internet www.nouveloeil-podcast.com. Depuis ce site, tu pourras aussi t'abonner à ma newsletter. J'y partage des inspirations et des petites choses plus personnelles qui font mon quotidien. En attendant le prochain épisode, je te souhaite de savourer la vie comme il se doit et surtout de faire des choses folles.